Bonjour à tous, bienvenue. On est évidemment heureux d'être ensemble, nous physiquement et vous qui êtes connectés ce matin pour parler des challenges du monde du bureau. On va se poser la question du bureau as a service. Est-ce que l'ère est arrivée pour cette évolution? Et c'est une question vraiment immobilière même là, qu'on va évoquer ensemble. Je vous présente tous les trois et puis je pose un peu le contexte et on va aborder nos thèmes ensemble. Merci d'être là. Axel Schönert, fondateur du studio d'architecture du même nom. Merci d'être là, Axel. Odile Duchesne à la tête d'Actineo, groupement de fabricants qu'on va présenter aussi dans un instant. Et puis Clément Alteresco pour Morning. Il y a encore quelques jours, c'était Morning Coworking. Et d'ailleurs, merci Clément de nous accueillir ici au sein du Morning du 39 rue du Caire, en plein Silicon Sentier, vous savez, le quartier de l'innovation à Paris. On est en plein cœur de Paris. Alors, je le disais, on se questionne sur le monde, sur l'avenir du bureau. Vous êtes nos PT aujourd'hui. Et tout de suite, je mets en contexte parce que ReSpace organise ce talk, qui est le deuxième d'une série de 5. Et je voudrais vous replacer un petit peu les choses. Alors, ReSpace, c'est finalement le croisement des visions de trois acteurs français de l'organisation de l'aménagement du bureau. C'est bien sûr Morning, je citais Clément à l'instant, c'est Faber Novel qui est une agence d'innovation particulièrement impliquée dans l'organisation des lieux aussi de travail, et puis Maison et Objets qu'on ne présente plus, plateforme et salon, bien sûr, prochaine édition en septembre en digital. Pourquoi ReSpace maintenant? Parce que, alors là, cette crise sanitaire, évidemment, challenge la présence physique, l'existence physique des bureaux, et c'est le bon moment pour tous les acteurs concernés pour se poser des questions et peut-être trouver les moyens de créer une nouvelle normalité. Voilà. Alors, très modestement, vous avez la charge ce matin de phosphorer sur ces sujets-là. Je le disais, une série de 5 talks organisés par ReSpace. Inscrivez-vous, rejoignez la page LinkedIn. Sur le site de ReSpace, respace.fr, on peut s'inscrire pour les prochaines conférences qui vont se tenir là chaque semaine, en milieu de semaine jusqu'en juillet. Et à chaque fois une thématique. Elles sont toutes intimement connectées, mais on essaye d'avoir une thématique distincte. Et je reviens à celle qui nous occupe aujourd'hui. Inscrivez-vous, vous qui nous suivez. Alors merci, je vous dis bonjour. C'est très étrange de parler comme ça aux caméras, mais on sait que vous êtes là, les directions immobilières, financières, les CEO, les ressources humaines, les directions des espaces, les designers aussi, et puis architectes, des communicants, des coworking. Merci de nous suivre. Vous pouvez aussi poser des questions, vous le savez. On me les communique et à la fin de notre talk, dans 45 minutes, on verra comment répondre à ces questions. J'en ai assez dit pour mettre les choses en place et je serai contente de vous écouter. Allez, on va aller dans ce sens-là. Axel Schönert, à vous l'honneur. Je voudrais juste dire un petit mot déjà sur vos activités et puis on va se demander en premier lieu, finalement, si on a encore besoin d'un bureau physique. Hein. On va dans le dur de cette question. Axel Schönert, je crois que c'est 40 collaborateurs et des projets énormes. Et puis une actualité, parce qu'à quelques mètres d'ici, vraiment à quelques pas, un lieu qui s'appelle UFO, comme un ovni. On en parle un instant ? Oui, très bien. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc oui, ASA, mon agence, on fait beaucoup de tertiaires, on fait aussi des hôtels et aussi le logement comme tous les architectes, mais on a une forte présence à Paris sur tout ce qui est tertiaire. On travaille, comme beaucoup d'autres architectes, aussi avec des coworkers. Donc avec Morning et avec d'autres, qui ont remplacé sur beaucoup de projets les utilisateurs classiques. Donc souvent, on a eu des sièges ou des multilocataires et finalement, depuis quelques années, 1 sur 2 ou 1 sur 3 des projets sont loués à une société de coworking. Le UFO, Unique Flexible Office Space, qui est le nom de commercialisation, parce que c'est effectivement emmené dans le sentier, dans le Silicon Valley,
C'était un bâtiment extrêmement moche. On a quasiment démoli, on reconstruit. On s'est Dans un environnement très contraint en plus, très parce que c'est serré dans le quartier. Exactement. Et le bâtiment, il est débourré d'amiante et d'autres problèmes contraintes. Donc, on a créé la surface complémentaire. On a revitalisé toutes les toitures. On a fait des rooftops. Donc, maintenant, les utilisateurs, ils ont les jardins partout, dans tous les étages. On a créé la surface pour aussi motiver les investisseurs de mettre l'argent sur la table parce qu'effectivement, c'était une opération très lourde, portée pendant 2 ans, même plus. Et donc, on était très content d'avoir livré le bâtiment le 16 mars à 20h. Wow. Voilà. Bravo. Donc, et les travaux aménagement de Le Bon Coin, ils sont déjà en cours depuis décembre, janvier de l'année dernière. Donc, on a fait des choses successivement et je pense ils vont avoir les premiers collaborateurs dans les bureaux. Très bientôt, là, en juillet, hein, voilà, je pense. Voilà. Alors, on reviendra sur cet exemple parce que c'est intéressant de voir qu'un groupe comme Le Bon Coin, donc la plateforme d'économie collaborative s'il en est, justement choisit l'option vraiment tout le monde au siège et on va aller sur cet exemple. Merci de venir avec un cas pratique et d'actualité. Odile Duchesne, à la tête d'Actineo, on le disait. Alors, expliquez-nous Actineo qui là prend le pouls en plus des fabricants. Vous nous donnerez une petite note d'actu aussi. Non, enfin oui, je vais vous expliquer. Actineo, c'est l'observatoire de la qualité de vie au bureau. Depuis, d'ailleurs, on dit la qualité de vie au travail, parce qu'effectivement, le bureau n'est plus le seul lieu où on travaille. Et en fait, cet observatoire, justement, a eu beaucoup de travail ces dernières semaines, parce qu'une des missions de l'observatoire, c'est de décrypter ces tendances, ces évolutions des modes de vie, pour pouvoir après les restituer. Alors, pas seulement aux fabricants, hein, on les restitue à tout le monde de l'entreprise au sens large. C'est-à-dire Actineo s'adresse effectivement, comme les interlocuteurs qui nous écoutent, aux directions des ressources humaines, aux directions immobilières, enfin à tous ceux qui sont amenés à effectivement réorganiser leurs espaces, voire réorganiser l'organisation du travail, voilà, pour effectivement avoir toutes ces clés, toutes ces études. Et nous sommes accompagnés depuis le début, puisque Actineo, cet observatoire existe depuis 15 ans, par un chercheur au CNRS, Alain Diribarne, qui effectivement nous aide avec le recul du chercheur à faire toutes ces analyses pour les restituer. J'en profite, vous avez, Odile, une étude internationale en cours qui sera publiée, donc non pas aux Maisons et Objets de septembre, comme c'est normalement le cas, mais à celui de janvier prochain. Un des outils forts de cet observatoire, c'est d'interroger tous les 2 ans les gens qui travaillent au bureau. On interroge tous les 2 ans, selon la méthode classique de sondage, échantillon représentatif, les gens qui travaillent au bureau. Alors, on le fait surtout en France. Et là, on avait déjà fait une enquête internationale il y a 6 ans et là, évidemment, avec ce qui se passe, on a très envie d'interroger des salariés de 6 grandes métropoles dans le monde et on va le faire effectivement. On va publier ces résultats début 2021, j'espère, enfin en 2021. Et ça sera intéressant parce qu'on aurait eu aussi un peu un recul parce que là, on est beaucoup trop à chaud. Voilà. Donc, ce serait intéressant de faire cette enquête terrain. Je pense qu'on fera l'enquête terrain en fin 2020 et du coup, les gens auront eu le temps de digérer la crise et de voir les tendances à ce moment-là. Merci pour cette introduction. Et puis, Morning. Alors, depuis presque quelques heures, Morning Coworking est devenu Morning, peut-être pour refléter le fait que vous ne faites pas que du coworking chez Morning. Effectivement, merci. On a changé de branding. C'était un gros projet hier et on est juste devenu Morning. Juste Morning. Juste Morning. Just Morning. Just Morning. Et l'idée, c'est qu'on veut mettre en valeur d'autres savoir-faire comme l'aménagement et l'événementiel, qui sont des activités qu'on développe fort chez nous. Donc aujourd'hui, les 3 piliers, c'est effectivement le coworking, accueillir des entreprises dans des espaces où il fait bon travailler. Notre mojo, c'est de faire en sorte que les gens passent une bonne journée de travail. Tu rentres à la maison, est-ce que tu as passé une bonne journée de travail, chérie? Oui. Et donc c'est ça notre mission. On veut que les gens passent une bonne journée de travail. Donc aménagement, événementiel, évidemment, espace de coworking sont nos 3 piliers. Avec
une expansion quand même, alors certainement un petit peu des chiffres peut-être un petit peu tendus à cause de la période qu'on vient de vivre, mais un développement avéré, 25 sites je crois à Paris et puis encore beaucoup de projets. Alors, on a un grand réseau parisien, on est pas loin d'être les leaders, sinon les leaders sur le marché parisien. Avec 25 espaces, 60 000 mètres carrés, on a à peu près 7 000 personnes qui viennent bosser chez nous. Alors en ce moment, il y en a un petit peu moins, on va pas se mentir. Et effectivement, la crise nous touche fortement. Le coworking, au sein du coworking, il y a la flexibilité. Et évidemment, les petites boîtes, notamment, en profitent de cette flexibilité pour potentiellement partir, parce que les bureaux, ça coûte cher. Et dans une période un petit peu tendue comme celle-ci, mais ils vont aussi bien revenir très vite. Et on en est sûr. Vous avez déjà innové. En un mois, vous avez monté de nouvelles offres justement pour répondre à ces challenges. On va en parler dans un instant. C'était normal d'être agile dans ces circonstances-là. Alors, je vais vous poser à chaque fois une question générale et puis selon vos points de vue, vous allez y répondre. Mon premier thème, c'est finalement pourquoi avoir encore un bureau ? On s'est tous retrouvés chez soi derrière son ordi en Zoom comme ce matin. Ça fonctionne plutôt bien. Axel Schoener, vous me disiez quand on préparait au téléphone que vous avez la moitié de vos collaborateurs qui sont revenus à l'agence et puis les autres non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un bureau physique ? Oui, moi je pense qu'on a besoin absolument d'un lieu de travail qui s'est détaché géographiquement dans son lieu de vie parce que, moi quand j'étais étudiant, j'ai eu mon appartement, j'ai créé mon endroit où je travaillais. Là, il y a mon salon, ma télé, mon lit là et finalement à un moment on a un coup de barre et le lit il est viens, la télé, allume-moi. Et donc finalement il faut être extrêmement discipliné de travailler chez soi, je pense. En plus tous nos collaborateurs, chez nous ils sont relativement jeunes, ils ont des enfants, des enfants de bas âge, etc. Donc, je pense une détachement pour se concentrer sur le travail, c'est essentiel. Je pense qu'on travaille quand même toujours mieux dans un vrai échange humaine parce que les réunions Zoom, c'est top. On l'a fait pendant 2 mois maintenant. Je pense que je même travaille plus qu'avant parce que j'ai participé à toutes les réunions en Zoom. Donc, j'étais là de 9h. En plus, je suis le moteur. Donc, allez, tout le monde est là. Vous avez une responsabilité. Il faut ça tourne. Et je pense, mais par contre, au fur et à mesure, je sens que la qualité et la productivité et les bonnes idées, ils commencent à vraiment Ça s'émousse là déjà ? Oui, ça se mousse. Et nous, on a mis un protocole en place qui a commencé le 15 mai, c'est ça, oui, 15 mai, où on a fait un protocole. Donc, il y a une partie qui est venue en permanence chaque semaine, mais ils passent 3 jours à l'agence et 2 jours, ils travaillent chez eux. Et une deuxième groupe qui est venue pour travailler toute la semaine. Après la deuxième semaine, ils travaillent chez eux. Et l'autre semaine viennent les autres. Donc, pour réanimer le bureau, pour avoir comme un échange, on a des chantiers aussi qui sont physiques. Donc, on ne peut pas piloter des chantiers chez soi, ça ne marche pas. Donc, on a discuté pendant 2 mois comment on va démarrer le chantier. Donc, maintenant, on a mis des protocoles en place. Ça fonctionne plutôt bien, mais évidemment, c'est plus lent, il y a moins de monde, etc. Et le loyer à Paris sont chers, donc il faut quand même les exploiter aussi. Donc, je pense que le futur, ça va être un mélange entre travail dans les bureaux, toujours en flex ou dans un coworking, et peut-être dire il y a lundi, mardi, mercredi, c'est l'équipe A, après c'est l'équipe B. Donc en principe, une fusion entre travail à la maison, travail au bureau, travail sur le lieu du client, chantier pour chacun. Et évidemment, on est en train de développer aussi des kits de voyage en disant au début, quand on a fait le confinement, c'était très artisanal. On a installé en urgence des protocoles de logiciels pour qu'on peut travailler sur l'ordinateur à la maison qui n'a pas la puissance, qui n'a pas le logiciel. Des équipements. Et on ne pouvait pas déplacer les ordinateurs partout. Donc, on a laissé tout à l'agence. On a connecté les ordinateurs à la maison. Ils ont travaillé avec leurs ordinateurs sur nos ordinateurs à l'agence, plus les logiciels. Tout ça coûte cher et c'est des locations aujourd'hui. On ne peut plus acheter des logiciels. Non. Donc, il y a une fusion de D'ailleurs, le bureau as a service, on est d'accord, ça vient quand même cette expression du monde du logiciel, software as a service. On va voir si ça va s'installer. Odile Duchesne, je vous pose un peu la même question. C'est quoi, au fond, avoir un bureau aujourd'hui ? Alors, collaborer, alors, avant même la crise, on avait, nous, constaté à Actineo qu'il y avait une multiplication des lieux de travail. Ça fait déjà longtemps que les gens travaillent partout et tout le temps. Longtemps ? Une dizaine d'années au moins. Oui, absolument. Et alors, grâce effectivement aux outils technologiques, entre autres, c'est ça qui a facilité effectivement ce travail partout et tout le temps.
je pense pas, pour répondre à votre question, que les immeubles du bureau vont disparaître, parce que en fait, quand on analyse, là, on est encore à chaud, hein, donc il faut être prudent, mais cette expérience de télétravail, il faut voir que ce télétravail d'abord a été contraint, enfin voilà, ça a été imposé, on n'avait pas le choix. Beaucoup de gens n'avaient pas été préparés à ça. Les collaborateurs, mais y compris les managers, hein, notamment ceux qui sont dans une organisation hiérarchique et qui ne savent pas manager effectivement à distance. Et donc, il y a eu des expériences extrêmement bien réussies de télétravail pour certains collaborateurs, parce que le métier s'y prêtait, parce qu'ils n'avaient pas besoin de travailler sur des gros logiciels. Et puis pour d'autres, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la chance effectivement d'avoir le réseau qu'il faut, les outils nécessaires. On s'est rendu compte que les logements n'étaient pas adaptés, voilà, et qu'il y a des personnes qui ne veulent pas travailler chez eux. Il y avait quand même un sentiment d'isolement, mais en même temps, il y avait aussi un stress beaucoup plus fort. Pourquoi? Notamment ceux qui étaient dans une organisation très hiérarchisée, ou ce manager qui ne savait manager qu'en présentiel, a mis des réunions tous les jours. Et du coup, finalement, le collaborateur qui était chez lui se retrouvait peut-être plus stressé que s'il était en présentiel, où là, d'ailleurs, le fait d'être dans une communauté, ça permet aussi d'échanger, enfin, etc. Donc, bien sûr que le télétravail va se développer, c'est une évidence, mais ne vous inquiétez pas, l'immeuble de bureau restera du coup un lieu pour la collaboration, pour la créativité, pour la rencontre, pour la réunion. J'en suis persuadée. Vous mettez les choses en perspective aussi. Je me tourne vers Clément Alteresco. Chez Morning, évidemment, vous êtes au cœur de ces sujets et puis des tendances, et vous voyez les gens évoluer. Donc, vous avez forcément ce credo de proposer aux entreprises d'avoir des tiers-lieux. Hein. Ce mot n'est pas très joli, mais tiers-lieu continue d'être un mot qu'on utilise pour décrire ces mots qui ne sont ni le lieu de l'entreprise, ni la maison. Comment vous sentez cette tendance, bureau physique ou pas, en plus au sortir de cette crise ? Nous, on est évidemment persuadés que l'espace de travail, il est fondamental pour la dynamique de l'entreprise. Enfin, tout ce physique, qui, hein. voilà, tout ce qui est dit est très très vrai. Notamment cette idée qu'on peut bien travailler à distance sur des métiers et surtout des moments et des fonctions qui sont plus productives. Mais dès qu'il s'agit d'avoir des idées, surtout dans l'architecture ou sur plein de métiers où justement le fait de se croiser, de se regarder, de se sentir, en fait, amène des idées, de la dynamique. Il faut se voir, il faut se toucher. Et donc, le bureau a cette fonction sociale, cette fonction de dynamique d'équipe qui est essentielle. On l'a tous senti, ça marche au début, le Zoom, et puis à un moment donné, on se lasse. Il y a quelqu'un qui me disait que son boss organisait des Zooms à 120 tous les jours pour créer cette dynamique. À la fin, ils étaient 60 dans la boîte et ils voyaient les gens. Et donc, en fait... Et là, on a le compteur. Ouais, c'est violent, ouais. Et du coup, en fait, je pense que l'organisation d'une entreprise, c'est une organisation sociale, c'est des hommes et des femmes qui créent une dynamique. C'est un village et on est tous on est des animaux grégaires. Finalement, on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher, de sentir, comme de sentir. Et donc cette dynamique de groupe, elle a une obligation qui est physique. Je pense que donc le bureau a encore une longue vie devant lui. En revanche, c'est vrai que depuis 15 ans, on a vu la montée du travail. Doucement, le télétravail s'installe. Et là, il y a une accélération. Beaucoup de managers, beaucoup de patrons se disaient le télétravail, c'est pas pour moi, ça marche pas, pour toutes ces bonnes raisons qu'on vient d'évoquer. Et là, il y a des verrous qui ont sauté. Ils se sont dit, en fait, finalement, pour ces fonctions-là, 2-3 jours, ça pourrait fonctionner. Les personnes qui habitent très loin, leur demander de faire 1 heure de transport le matin et le soir, ça marche pas. Elles sont stressées. Donc là, il y a quand même un vrai verrou qui a sauté. Donc, on ne sait pas où ça va aller. Là, je pense que toutes les boîtes sont en réflexion. Absolument toutes les boîtes se demandent à quoi servent leurs bureaux. Et il va y avoir autant de réponses que de boîtes, parce que chaque boîte a des besoins différents. On n'a pas les mêmes besoins logiciels, de créativité, de production, selon les entreprises. Et là, il va y avoir des réponses très intéressantes qui vont arriver, à mon avis, à partir de septembre.
Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare pour septembre. Je le précise, à chaque fois qu'on dit le monde du travail, etc., c'est vrai que là, on parle des bureaux et qu'on ne parle pas des usines, on ne parle pas d'autres façons de travailler. Et il y a évidemment tout un tas de secteurs d'activité. C'est 10 millions, c'est un gros tiers, je pense, de gens qui étaient en télétravail. Donc, c'est quand même un gros tiers. Énorme. D'ailleurs, le talk de la semaine prochaine est précisément un retour sur l'expérience du télétravail parce que, comme le disait Clément, de façon complètement contrainte et soudaine, ça a été la plus grosse expérience de télétravail jamais menée. Donc, on aura une conférence précisément sur ce point-là. Je reviens à vous, Axel Schönert, avec cet exemple du groupe Le Bon Coin qui s'installe dans cet immeuble que vous avez conçu, complètement réinventé, UFO, à côté d'ici, dans le centre de Paris. À votre avis, pourquoi un groupe comme, je vous fais parler pour eux, mais vous avez été dans l'intimité des besoins de cette entreprise, pourquoi un groupe comme Le Bon Coin choisit justement de se regrouper, de réinvestir en plus dans un centre-ville, un centre de capitale? C'est quoi cette tendance et ce besoin-là? Alors, évidemment, je peux pas parler pour eux, mais je peux analyser ou imaginer quelles sont les motivations. En tout cas, c'est une société qui est en plein d'expansion. Donc, évidemment, c'est une société qui marche sur le réseau. C'est des plateformes de vente, mais comme tous les groupes comme ça qui marchent bien, ils achètent d'autres sociétés, d'autres activités dans le même secteur. Et ils ont besoin des surfaces pour travailler. Ils ont déjà dans le quartier plusieurs endroits, donc je pense qu'ils sont dispatchés sur 4-5 sites. Et donc évidemment, tout le groupe, à un moment, ils disent oui, j'aime bien quand même regrouper mes collaborateurs pour avoir plus des échanges. Évidemment, tous les codes de fonctionnement, de déco, etc., qui sont venus il y a quelques années avec les coworkers, qui dit voilà, je fusionne la déco, maison, hôtel, bureau, tout ça ensemble, je révolutionne le lieu de travail avec des zones des tentes, de rencontres, des phone box, tout ça. Donc tous ces codes-là, on le retrouve maintenant mainstream, ils sont tous généralisés. Ça s'installe, quoi. Oui. Toutes les grosses sociétés veulent la même chose. Soit ils mettent des entités entières chez les coworkers parce que voilà, il n'y a pas de bail à signer 369, il n'y a pas d'investissement à faire au début, on est flexible et en plus c'est cool. Donc les collaborateurs. C'est la vraie raison, ça. Probablement le manager, les ressources humaines, etc., n'a peut-être pas encore compris, mais il dit ouais, c'est cool, donc je le fais parce que mes gars, il veut ça. Donc on retrouve tous ces codes-là aussi chez les Bons Coins. Voilà, évidemment, on est parti sur une densification. Au lieu d'avoir 10 mètres carrés par poste de travail, on a plutôt 8, mais c'est flexible. Et en plus, je ne connais pas vraiment le mode opératoire de eux, mais évidemment, il n'y a pas de lieu dédié à une personne. Donc, on a des flex office. Voilà, j'ai une boîte à l'entrée où je peux mettre mon ordinateur portable, je peux mettre mon casque, etc. Et notre projet, évidemment, c'est un bâtiment neuf. Il est super certifié, développement durable, il est WELL, il est WireScore, etc. Donc, tout ça, ça attire plein d'utilisateurs. Enfin, tout le monde voulait avoir ce bâtiment. Plus, il y a quasiment pas d'offre dans le quartier qui a des surfaces comme ça. Il y a la rareté aussi. Voilà, il y a 8000 mètres carrés, comme du bâtiment neuf, dans un quartier historique. On est dans un quartier que tout le monde aime bien. Il y a pas mal de gens qui habitent aussi dans le quartier. Donc, aussi l'importance de transport public ou l'accès vélo ou des choses comme ça, le mélange entre l'habitation et le travail, c'est ça qui va être le résultat de ce confinement. Il y a de plus en plus d'endroits de coworking qui seront aussi en région, parce que ça fait pas de sens d'aller 1 heure pour venir et 1 heure. Moi, j'ai la peine pour les gens qui sont obligés de faire ça. Donc, c'est mieux avoir des endroits de travailler à proximité. C'est les satellites. Si je peux ajouter juste quand même, le choix du Bon Coin, il est aussi d'attirer les talents et le fait d'être cool, en fait, c'est pas juste un truc annexe. C'est quasiment le plus important. Parce que quand on veut attirer des développeurs qui sont très difficiles sur le marché du travail, il faut avoir un endroit cool pour qu'ils soient contents de venir bosser. Et central, facile à accéder. Et en plus central, voilà. Oui, donc, le quartier cool ajoute au cool de l'entreprise qui choisit ce cool. Je pense que là, on est convaincus. C'est ça, il faut être cool. Et puisque vous avez la parole, Clément, ces tiers-lieux, alors, est-ce que une entreprise qui prend des espaces chez Morning, est-ce qu'elle est cool et est-ce qu'elle renforce son image de marque
en faisant ce choix-là? On avait Le Bon Coin aussi chez nous jusqu'à qu'ils déménagent récemment. Ils étaient contents chez nous, ça se passait très bien. Je pense que l'entreprise qui choisit d'aller dans un espace de coworking, elle le fait pour plein de raisons. La première, elle est dans le cœur du sujet, c'est la flexibilité qu'on apporte. Il n'y a pas de durée d'engagement qui est très longue, comme le 369 aujourd'hui. Maintenant, en plus, dans une crise comme celle qu'on vit, les entreprises, elles n'ont pas envie de s'engager 3 ans, 6 ans, 9 ans. Enfin, c'est délirant. On ne peut pas avoir à cet horizon-là. Hein. Mais même une entreprise comme Le Bon Coin, c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand elle s'installe, elle prend beaucoup plus d'espace pour voir demain. Et elle va s'organiser en flexible. Elle va sûrement sous-louer, partager ses espaces en attendant. Et donc, on ne sait plus fonctionner sur des temps longs. Il faut se rappeler quand même, parce que le sujet, c'est le bail, que le bail 369, à la base, c'était fait pour les commerces, pour protéger les commerces, pour protéger le locataire du commerce. Et en fait, pour le bureau... de son propriétaire... tu as une boucherie, tu crées ton fonds de commerce et tu veux pas te faire virer par ton propriétaire alors que tu as créé une clientèle. C'était une clientèle à l'époque. Et donc, en fait, le bureau a pris ce contrat à son compte et aujourd'hui il régit tout le bureau alors que c'est le contraire, il protège plutôt le propriétaire finalement. Oui. Et donc en fait ça s'est inversé, c'est ineptie, c'est assez français en fait parce que dans les pays anglo-saxons c'est assez libre comme fonctionnement et ce qui est intéressant c'est que ça régit aussi toutes les cash flows, le financement de tout le système du bureau. Donc, si on revient à ça, c'est cette ineptie en fait, c'est ça qui nous fait exister aujourd'hui. Le monde du coworking, on vient résoudre ce problème de flexibilité entre un bailleur et un locataire qui ont des besoins diamétralement opposés. Il y en a un qui veut du long terme, du cash flow sécurisé, du revenu pour payer son crédit ou je ne sais, et un locataire qui veut être agile, pouvoir grandir, pouvoir se rétrécir et rapidement, surtout dans des moments de plus en plus incertains et une économie qui s'accélère avec le digital. Donc on est sur Donc c'est nous, on vient se mettre au milieu, on vient résoudre ce problème de flexibilité et on est cool. C'est-à-dire qu'on apporte les codes, les besoins, on est auprès de nos utilisateurs. En fait, on voit les gens bosser tout le temps. Donc, on sait ce qu'ils veulent et on sait ce qu'ils veulent tous les jours. On les suit, on a des nouvelles demandes, on co-construit avec eux. Et donc, ça nous rend beaucoup plus attractifs. Finalement, on fait notre métier qui est juste d'accueillir des gens qui travaillent au mieux. Alors que le propriétaire, il est là juste pour toucher des loyers et avoir un immeuble qui fonctionne. Donc, c'est pas la même chose. On ajoute une brique essentielle qui n'existait pas avant. Et on parlera des services aussi et de nouvelles modalités. Je me tourne vers vous, Odile Duchesne. Vous, dans ce que vous observez aujourd'hui, mais là vraiment au sens propre, quel genre de réinvention vous voyez et tous les acteurs chez Actineo sont-ils en train d'innover, de trouver des solutions, de réinventer le bureau? Alors, pour rester, ce que je trouve intéressant à ce que vient de dire Clément, c'est justement tout à l'heure, j'ai dit attention, le télétravail, on a un peu mythifié le télétravail avec ses expériences réussies. Et justement, les espaces de coworking vont être une superbe alternative. Comme vous le disiez, beaucoup de collaborateurs ne voudront pas travailler chez eux, mais en même temps, effectivement, pour éviter les 2 heures ou les 3 heures de transport par jour, auront envie quand même d'aller dans un univers de bureau. Et c'est en ça que les espaces de coworking sont une formidable alternative. Et en plus des critères que vous avez évoqués, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, l'entreprise, bien sûr, c'est beau, ça va être un atout majeur, mais aussi tous les services que vous proposez. C'est-à-dire, vous proposez de l'animation, des services, et puis je suppose qu'effectivement, avec cette crise, vous allez vous-même, je le sais, vous allez vous adapter et proposer beaucoup plus de solutions et plus de flexibilité. Donc voilà une bonne, à condition bien sûr que ces bureaux soient proches de là où habitent les gens. Hein. Donc il faut des bureaux de voisinage. Des satellites quelque part entre les sites existants. Je vous pose la question à tous. Finalement, cette recherche de services, comment ça se fait que les entreprises ne sachent pas créer ça ou ne veuillent plus les créer eux-mêmes? Pourquoi on se tourne vers des acteurs comme vous pour créer ça? C'est peut-être plus pour Clément cette question. Le bureau, c'est pas forcément le métier des entreprises. C'est presque de l'hôtellerie aussi, ce que vous faites.
part c'est l'hôtellerie de bureau. Après, on essaie d'aller beaucoup plus loin. Mais voilà, une entreprise, elle a envie d'être plus focus sur son business, sur ce qu'elle sait bien faire. Et les bureaux, quand on est patron, on n'a pas appris à louer des bureaux, à gérer des bureaux. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Et donc, c'est pas là où on a un vrai savoir-faire. Donc, nous, on vient combler ce problème et on vient d'apporter la meilleure offre possible. Pour revenir sur le sujet juste du bureau distribué, parce que pour moi c'est un sujet très important. Je crois que l'entreprise de demain, elle va avoir comme Le Bon Coin un cœur sûrement le plus central possible. Plus que siège, vous dites cœur. Ouais, moi je dis cœur, et après des satellites, des bras, qui seront plus distribués. Donc, je crois plus du tout à ce modèle où on nous dit on prend un siège, on met tout le monde dedans et terminé. En fait, je crois que c'est l'ancien modèle et qui contraint en fait les gens qui habitent partout à devoir venir à cet endroit, et du coup, l'entreprise ne s'adapte pas à ses salariés. Aujourd'hui, il y a vraiment cette inversion. L'entreprise s'adapte de plus en plus à ses salariés. Et donc, partir de l'usage. Hein. Exactement. C'est le renversement du digital qui est en train de s'opérer aussi sur ce monde-là. Et du coup, l'entreprise de demain, pour moi, elle va avoir un endroit où elle va faire rayonner sa culture, qui va être son cœur, où on va collaborer, on va se voir, on va se réunir, on va travailler, mais peut-être moins, on va moins produire. Et surtout, on va synthétiser ce qu'est la culture de l'entreprise. Voilà, ça me paraît être le cœur. Et après, les salariés vont avoir d'autres endroits pour aller bosser sur peut-être la moitié de leur temps. On peut imaginer que produire plus seul peut-être. Et c'est autonome, voilà, et c'est eux qui vont décider. Je suis développeur par exemple dans une entreprise, j'ai peut-être moins besoin d'aller au siège ou au cœur que si je suis sales vendeur, parce que j'ai besoin de plus échanger avec mes équipes. En fait, chaque personne va pouvoir retrouver de la liberté dans ses mouvements et dans son choix d'espace pour aller travailler. Et ça, c'est le monde que je vois arriver, moi. La production individuelle n'a plus de sens qu'elle se fasse dans ces immeubles. Effectivement, avec l'expérience qu'on vient de vivre, on voit bien qu'on peut travailler. À partir du moment où on doit travailler seul, on peut le faire ailleurs. Et c'est vrai que ce siège, enfin ce port d'attache, ce cœur, sera effectivement le lieu. Alors là, vous l'avez très bien dit, de créativité, de rencontre, d'échange, etc. Et effectivement, le travail individuel, lui, peut se faire ailleurs, grâce justement à tous ces outils. On touche vraiment à des sujets d'organisation du travail, presque des sujets, complètement des sujets des ressources humaines qui doivent avoir beaucoup à phosphorer d'ailleurs en ce moment. Je voudrais revenir au cas de votre agence. Je voulais juste rajouter une chose. Donc, effectivement, au siège, c'est pas le bon mot. Cœur, plateforme, c'est beaucoup mieux. Et au hub. Et en principe, ce qu'on voit dans l'immobilier avec tertiaire, c'est la même chose qu'on a vu dans le transport avec les plateformes de voitures, genre Carton, etc. Et vise les taxis, parce que le taxi, voilà, ne prend pas la carte Visa, ils font ce qu'ils veulent, les voitures sont mauvaises, ils sont pas gentils, etc. Et puis, avec la révolution qui est venue d'outre-mer, malheureusement, pas de nous, mais finalement, il y a des sociétés qui redéveloppent le même concept. Tout d'un coup, tout le marché est révolutionné. Dans les hôtels, c'est pareil. Ça a éduqué le marché. Voilà, les hôteliers, la plupart des propriétaires qui ont des hôtels, ils ne savent pas gérer un hôtel. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à une marque. Et une marque qui fait management contract et voilà, c'est pareil. Et voilà, et les gens, ils veulent aller dans cette marque parce qu'ils adorent ce marque-là, parce qu'ils adorent cette déco, les codes, le service, etc., le budget, etc. Donc, on a le même concept qui se développe en bureau en ce moment. Vous faites l'histoire et la mise en perspective des évolutions. D'ailleurs, quand vous préparez, vous me disiez, mais le bureau a connu d'autres évolutions, parce qu'avant, c'était tout le monde dans un bureau fermé. On est passé à l'open space. Après l'open space, il y a eu quoi? Le début du flex office. Flex office, oui. Et je pense, après, il y a la densification, mais la densification vient aussi par le modèle du coworking, parce que le coworker, en principe, il loue un immeuble classique qui était en France, à Paris, 10 mètres carrés par poste de travail. Et maintenant, pour faire de l'argent, il faut louer plus cher à ses membres. Et si je loue plus cher à des membres, il faut que je propose des services et je réduis un peu la surface. Voilà. Et donc,
avec ça, évidemment, c'est exactement le contraire qu'on essaie de viser maintenant avec les distances sociales, etc. Donc, comment je fusionne ces deux choses-là. Et donc, je pense vraiment le temps. Donc, ça veut dire les gens, ils arrivent peut-être à des heures décalées. Le mélange entre travail à la maison, travail ailleurs et travail dans son bureau. Et voilà, donc tout ça, et je pense les applications deviennent de plus en plus importantes en disant, voilà, je viens à quelle heure, je viens à quel bureau, et pourquoi je suis là. Oui, c'est sûr qu'il faut de la technologie là aussi pour gérer qui fusionne avec le lieu de travail. Et il y a aussi un élément, l'attractivité du hub ou du cœur va être importante pour les jeunes. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pendant ce confinement, il y a une enquête qui a montré que les jeunes n'ont pas du tout apprécié le télétravail. Alors pourquoi ? Parce que souvent les jeunes, ils sont seuls, ils vivent dans des appartements petits. Ils ont besoin justement de la confrontation, avec les aînés, parce qu'effectivement, quand ils sont avec en équipe, ça leur permet effectivement toute cette communication informelle leur permet de progresser. Alors que là, c'est ce qu'il disait, on va pas envoyer un mail. Alors qu'avant, dans un contexte présentiel, on pose la question et on progresse, on se forme, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on aurait pu penser que les jeunes n'ont pas du tout apprécié ce confinement et je pense qu'ils vont être ravis de retourner dans des bureaux, que ce soit dans des espaces de coworking ou dans les sièges. Chez nous, on observe un retour au bureau qui est beaucoup plus fort que dans la moyenne des bureaux. Quand je discute avec des plus grosses boîtes, ils sont plutôt à 25-30%, on est plutôt à 50-60% de retour au bureau. Tellement content de revenir physiquement. Oui, parce que nos espaces sont géniaux, déjà, bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'effectivement, on a une population jeune. On a une population jeune. Et donc, ils sont plus friands de cette... ils ont besoin de se voir beaucoup plus. Ils n'ont pas d'enfants, souvent. Donc, nous, on a transformé les salles de réunion en poste de travail pour justement avoir les espaces, etc. Comment vous avez fait, cette semaine, tous les grosses boîtes avec qui on travaille, je ne vais pas les citer, mais ils sont actionnaires aussi chez vous, par exemple, ils n'ont pas le droit de faire des réunions chez eux. C'est des instructions des directions, non ? Pas des externes. Tout le monde est venu chez nous pour faire des réunions. À un moment, j'ai viré tout le monde des salles de réunion parce qu'on a eu 3 réunions en parallèle dans 3 salles de réunion différentes. Je dis, écoute, travaille là-bas ou va boire un café. Ou va chez Morning. Bon. Génial. C'est quoi cette offre que vous avez créée en quelques semaines en voyant ce qui se passait ? Si j'ai bien compris maintenant, une entreprise qui est cliente de Warning, qui peut avoir un nombre de postes de travail, mais finalement plus de badges pour que les gens viennent en rotation. Enfin, racontez-moi. Il y a un phénomène naturel. Déjà, c'est que les boîtes souffrent et donc du coup, elles veulent réduire leur charge immobilière. Et on parle d'argent dans un instant. Donc ça, c'est normal. Donc une boîte avant qui avait 20 postes, 20 personnes, elle l'appelle, elle dit bon Clément, va falloir que je divise par 2 mes coûts immobiliers parce que c'est compliqué en ce moment. Donc je te rends un bureau, je veux plus que 10 postes. En revanche, j'ai quand même libéré quelques personnes, on est 15. On est 15 et on a 10 postes. Et puis avec le télétravail, on va tourner sur ces 15 postes à 10. Ah ouais, quand même, ça m'arrange pas. Mais comme on est avant tout des gens qui sont agiles et flexibles, on va trouver une solution. Et donc, on a développé en un mois un petit logiciel très simple qu'on donne à toutes ces entreprises qui tournent sur les postes en flex office la capacité de dire pour chaque salarié, moi je viens le jeudi matin, moi je viens le vendredi après-midi, et ils s'organisent, ils ont un quota de place qui est 10, et à 15, ils réservent leur place. Et donc, ils vont sur un petit logiciel et réservent leur place. Donc ça, on le teste en ce moment sur nos entreprises, nos clients, et on va l'ouvrir progressivement à tout le monde pour que tout le monde puisse s'organiser en flex office avec un petit outil qui sera gratuit. Ça veut dire que vous proposez aussi aux entreprises en marque blanche de créer des services pour eux ? L'outil en fait technique est très simple et donc chez Axel ils pourront l'utiliser, ils définiront un quota de 30 postes, ils sont 40 par exemple, collaborateurs, et ils peuvent réserver. C'est vraiment un outil de réservation comme un théâtre en fait. Tu réserves ta place et tu dis je viens. Alors c'est par matinée ou par après-midi. On n'a pas encore fait par heure parce que voilà. Mais je pense que c'est des petits outils comme ça. Voilà. Donc ça me paraît être un truc qui va permettre en fait de réduire les coûts et d'utiliser à fond ces espaces en fait. Ce qui se passe, c'est que le mètre carré il coûte cher, les postes ça coûte cher, il faut les utiliser à fond. Quand on fait du télétravail 2 jours par semaine, on peut pas avoir un bureau fixe.
juste pour soi, merveilleuse qui sert à rien vraiment. pendant 2 jours. On parle gros sous parce que c'est un de nos sujets quand même. Finalement, c'est ces réactions et qui m'ont le décrivait avec les entreprises qui réagissent, qui disent ouais, c'est la crise, je dois faire des économies. C'est probablement parmi ce qui coûte le plus cher l'immobilier, surtout dans les capitales, les grandes villes, etc. Enfin partout. Donc il y a un souci d'économie. Est-ce que c'est un bon aiguillon? Est-ce que cette contrainte économique risque de pousser les entreprises à aller trop loin? Comment vous sentez cette dimension économique? Peut-être vous aussi en tant que dirigeant d'entreprise, Axel Schenner. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement compliquée, c'est sûr. Donc, sur un côté, tous les développeurs, tous les promoteurs, etc., ils savent faire la promotion. Donc, ils vont pas changer dans 2 mois leur attitude. Donc, on est toujours en plein de vitesse de regarder de nouveaux immeubles pour faire des bureaux, des hôtels, etc. Nous, interne, on a fait une petite étude en disant, voilà, quels seront nos bâtiments après Covid. Donc, comment ils fonctionnent l'accueil, comment les ascenseurs, les paliers ascenseurs, les sanitaires, les façades, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont évidemment du sens commun, enfin de bon sens. Donc, je devrais avoir des fenêtres que je peux ouvrir pour avoir l'air. Je devrais avoir une bonne ventilation. Je devrais avoir des salles de bain qui sont... il n'y a peut-être pas de poignées, j'ai des trucs à pousser, j'ai des détections, enfin plein de choses qui sont déjà intégrées. Pour vous, vraiment, ça. Oui, c'est déjà intégré dans beaucoup de projets, mais après, on pousse un peu les choses un peu plus loin. Après, il y a effectivement l'histoire de Flex Office et l'application. Donc, je trouve que c'est superbe. Nous, on le fait déjà, mais on le fait à manuel. Hein. On a des groupes 1, groupe 2, avec un Excel, on nettoie, etc. Donc, c'est très artisanal. Donc, évidemment, en utilisant une application, ça va être génial. Le loyer, est-ce que les loyers vont baisser? Je pense on est venu tellement cher à Paris. Chaque année, on a dit, ah mais on est au top. On est top. Et l'année prochaine, c'était encore plus cher. Les immeubles qu'on fait, ils sont à 700, 800, 900 euros le mètre carré par an, loyer pur, plus charge, plus TVA. Donc, c'est énorme. Si on divise ça par poste de travail, c'est un vrai coût. Hein. C'est 1000 euros, 2000 euros par poste de travail. C'est beaucoup, même plus. Donc, il faut avoir des modèles adaptés. Comme on dit, on fait des rotations, etc. Parce que la densification, ça va être un peu, je pense, un peu fini là. Et ça va rester ça va rester dans les gènes pendant quelques années. Hein, c'est sûr et certain. Après le loyer, je pense que ça va stagner ou ça va baisser un peu. Je pense Paris, comme il y a le produit des raretés, ça va pas vraiment descendre beaucoup. Par contre, les 3 paramètres de l'immobilier les plus importants vont être encore plus importants. C'est l'emplacement. Donc, centre, un bel immeuble qui fonctionne. Les gens, ils vont plus louer n'importe quoi. Ils vont plus développer n'importe quoi. Il y a des quand on a fait des appels d'offres, les différences des prix étaient énormes. Je comprends pas comment différents groupes peuvent proposer 10, 20, 30, 40 millions d'euros de plus pour une opération, qu'on devrait être tous à peu pareil. Donc tout ça, je pense, va changer. On va revenir un peu sur les bases. Donc tout le monde va réfléchir plus sérieusement sur un projet parce qu'on ne peut plus compter sur un marché où il monte, on monte. Alors, il nous reste 5 minutes. Olivier Nichen, je voudrais vous entendre sur un point, c'est que, à votre avis, est-ce que ça vaut la peine, quand on pense à l'impact sur l'état d'esprit de l'entreprise, le moral des collaborateurs, enfin voilà, tout ce qui est l'informel et l'intangible d'une entreprise, est-ce que ces économies qui sont en train d'être menées valent la peine d'être menées? Les économies au niveau des immeubles bureaux. Alors, comme disait Axel, je ne suis pas sûre on va forcément réduire les mètres carrés, on va les allouer à autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande réflexion. C'est ce que disait tout à l'heure Clément. Aujourd'hui, ça phosphore dans toutes les entreprises au niveau des directions des ressources humaines. Enfin, tout le monde travaille là-dessus. Parce que je pense que demain, effectivement, les entreprises vont plutôt réallouer les espaces. Il y aura moins de... Alors, clairement, les benches vont plus tellement être... Qu'est-ce que c'est les benches? Les benches, vous savez, c'est les gens assis comme dans une boîte de sardines. Vous savez, on est les uns à côté des autres. Ça fait pas envie. Hein. Non, mais ce qu'on appelait, nous, l'open space repoussoir, ça, c'est terminé. C'est clair que les flex office va répondre à ce besoin de flexibilité, ça, c'est évident. Je pense qu'il continuera à se développer. Et peut-être qu'on va effectivement mieux optimiser les mètres carrés.
je sais que les architectes adorent parler des circulations. Les circulations, c'est vrai. Ce sont oui, les escaliers, voilà, les escaliers, les circulations sont aussi des lieux de vie, sont aussi des lieux de. Voilà. Donc les salles de réunion vont devoir seront toujours importantes. Peut-être qu'elles devront être plus vastes, plus spacieuses, plus de hauteur de plafond, pour que l'air circule. Pour que l'air circule mieux. Donc je pense qu'on va réallouer différemment les mètres carrés, mais c'est en cours. Hein. Ce que vous nous dites aussi, c'est on est en train de le vivre. Ne commençons pas à avoir des formules définitives. Si je peux me permettre, moi je vois quand même arriver une réduction de la taille des espaces qui est assez violente. Vous pensez que les quartiers de bureaux, la défense va disparaître? Alors, la défense doit se préoccuper de son modèle, je pense. Mais je pense que le fruit des réflexions en cours va amener entre l'augmentation du télétravail et le flex office, et puis déjà l'analyse de son parc actuel pour une entreprise, c'est globalement, elle se dit 40% de mes bureaux sont vides en permanence. Quand on fait des petites études, typiquement à la Défense, on prend une tour de 1000 personnes, il y a rarement plus de 600 personnes dans la tour, voire jamais. Donc ça, plus le télétravail, plus le flex office, globalement, une entreprise qui fait un peu ses calculs, elle va réduire sa charge immobilière, pour moi, de 30%. Dès septembre, moi je pense qu'il y a beaucoup de directions immobilières, de directeurs qui vont dire bon, tu m'enlèves 30% de l'espace au plus vite parce qu'en fait on en a plus besoin et si ce n'est plus. Voilà. Et on va repenser l'espace, on va retravailler pour faire plus d'espace commun, mettre le télétravail, etc. Et donc ça, on peut réduire les coûts. Et ça va justifier qu'on puisse donner aussi de l'argent aux salariés pour qu'ils aillent travailler ailleurs. Qu'il aille par exemple dans des espaces de coworking, dans des tiers-lieux à côté de chez lui. Et donc, les 1 000 € que ça coûte, effectivement, par personne, l'immobilier, ça coûte à peu près 1 000 € par personne dans des boîtes. Peut-être que ça va passer à 700 si on baisse un petit peu les surfaces. Et on va repasser à 800, 900 pour redonner de la liberté. Donc économie quand même pour l'entreprise, mais partager, etc. Moi je pense qu'on se dirige vers quelque chose d'hybride comme ça. Et ce que vous êtes tous d'accord pour dire, c'est que cette crise et ces contraintes et ces besoins des collaborateurs et ces modes de vie amènent aussi plein d'opportunités pour tous les métiers qui sont rassemblés sur nos sujets aujourd'hui. Vous savez comment ça se passe, c'est qu'au bout de 45 minutes, on est chaud, on est dans notre sujet, on continuerait à bâton rompu pendant des heures, mais le temps qui nous était alloué est déjà passé. Merci infiniment. Je ne vous lance pas une question de plus pour garder la main sur le temps. Merci vraiment Axel Schoener, Odile Duchesne, Clément Alteresco d'avoir échangé ce matin. Je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve, j'espère que vous vous connecterez aussi chez Burning forcément puisque ça sera tourné ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre conférence. Là, je le disais, on revient sur l'expérience télétravail. La semaine d'après, on va se questionner sur comment faire vivre un collectif et maintenir l'engagement. Là aussi, ça doit beaucoup se questionner dans les entreprises. Et puis, la dernière de ces 5 conférences sera pour passer de l'urgence à la pérennité, comment saisir les opportunités que cette crise amène et puis installer des choses, y compris avec des méthodes de travail vraiment innovantes qui répondent à nos besoins. Rejoignez la page LinkedIn de ReSpace et puis inscrivez-vous au prochain talk sur ReSpace, respace.fr. Je vous avais promis des questions. Je sais que vous qui êtes connectés, vous nous avez envoyé des petits messages. Vous recevrez le PowerPoint, le résumé des échanges et le lien pour voir le replay. Alors, je regarde sur mon écran les questions qu'on nous a envoyées. Il y a une question supplémentaire. Et alors justement, j'ai commis l'outrage de parler de la défense et de son avenir. Je crois que vous avez tous un regard sur ces sujets. Axel Schoener, en tant que spécialiste de l'architecture des bureaux, Odile Duchesne, vous connaissez bien d'ailleurs tous les organismes qui aménagent et développent la vie à la défense. Et puis Clément Alteresco,
à son regard sur l'avenir des quartiers de bureaux qui sont… Odile Duchesne, je sais même que vous avez quelques statistiques à ce sujet. Oui, alors, quel avenir pour la Défense? On a travaillé avec Paris La Défense, avec Marie-Célie Guillaume, qui est la directrice générale de la Défense, et ça fait déjà plusieurs années qu'elle voudrait que la Défense ne soit plus un lieu de passage, mais un lieu de vie. Elle était déjà consciente de ça, qu'il fallait effectivement faire en sorte que ce soit un lieu où on a envie de rester, on a envie de se détendre, d'aller manger, etc. Alors, il faut que vous sachiez que la Défense, il y a 20 000 habitants. On ne le sait pas, on pense qu'il n'y a que des immeubles de bureaux. C'est une vraie ville. Mais c'est une vraie ville, il y a des il y a une crèche, en tout cas une école. Donc il y a 20 000 habitants qui habitent à la Défense. Je rappelle comme que la Défense, il n'y a pas de voiture, on entend le bruit des oiseaux, on entend le bruit de l'eau, puisqu'il y a beaucoup de miroirs d'eau et de fontaines. Voilà. Et effectivement, leur enjeu, vous avez raison, c'est de faire en sorte que ça devienne un vrai lieu. Donc ils travaillent beaucoup là-dessus, parce qu'ils ont compris que c'est l'enjeu de ce lieu. Alors après, pour la construction, je sais qu'on continue à construire des tours encore à la Défense. Est-ce que ça va se calmer? Alors, la Défense, c'est un concept d'urbanistique des années 60. Donc, c'était à l'époque, on a une vision qui aujourd'hui, on sait qu'il ne fonctionne pas vraiment. Je me souviens quand je suis venu à Paris, la première fois, j'ai visité la Défense, ça me faisait peur. Aujourd'hui, depuis 20 ans, la Défense, elle a fait des progrès énormes. Donc, on a compris, parce que quand on vit à New York, etc., on a des tours, mais c'est dense. C'est très dense parce qu'on descend d'un tour, on traverse la rue, on va dans un autre immeuble. Là-bas, c'est des gens, je descends de 500 mètres pour dans l'autre immeuble. Aujourd'hui, les distances sont dingues d'une tour à l'autre. Mais depuis les derniers 10-15 ans, ils ont extrêmement densifié déjà. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Et effectivement, il n'y a pas de voiture, c'est là, donc il y a plein de choses. Il y a le trafic de transport commun, etc. Et il y a des efforts de créer des logements. Donc, il faut que la Défense, et c'est le cas, devienne une quartier mixte. Donc, c'est la seule façon que ça fonctionne. Et c'est dans cette cour-là. On fait pas mal d'immeubles à la Défense et c'est souvent des côtes de travail. Donc, c'est pas des IGH. Et donc, les immeubles de travail, ils fonctionnent à la Défense comme ils fonctionnent ici. Maintenant, est-ce que l'endroit est un peu moins cool qu'être dans le sentier? Chacun. Alors, je demande à l'expert du cool. Ça dépend aussi où on habite. Hein. Si j'habite à Puteaux ou à Saint-Cloud, je suis peut-être très contente d'aller bosser à la Défense. C'est plus cool d'aller à la Défense qu'aller passer 45 minutes venir à Paris. Donc, encore une fois, l'endroit, c'est important. Donc, il y a pas mal de choses à développer. Les tours autour, aujourd'hui, je pense que le seul problème aujourd'hui, c'est le trafic vertical, donc les ascenseurs. Et on a déjà discuté. Pour le moment, je n'ai pas de solution. Est-ce qu'on va rajouter des ascenseurs dans les tours pour densifier? Je ne sais pas. Mais où, par exemple, sur l'immeuble qu'on a fait à la Défense, le Belvédère, nous, on a rajouté des escaliers chambord en façade, mais à l'intérieur éclairés, parce que je ne voulais pas rajouter des ascenseurs, parce qu'on a densifié. Et on dit non, il faut que les gens ils prennent les escaliers, et on a envie d'aller prendre les escaliers parce qu'ils sont aériés, ils sont éclairés, ils sont larges, ça fait du sport, il faut aussi une motivation derrière. Mais pour 3, 4, 5, 6 étages, je peux faire l'escalier, parce que je le fais peut-être 2-3 fois par jour, et je fais un programme. Je dis voilà, c'est une partie de mon fitness. Ça marche. Avec des tours, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est l'innovation. Alors, l'expert du cool. Est-ce que c'est cool? Non, c'est pas très cool la Défense, on va pas se mentir. Mais ça pourrait le devenir. Si effectivement une mixité qui s'installe, il faudrait rajouter quelques arbres aussi à la Défense. Ça manque un petit peu de verdure. Et c'est vrai qu'on a ce côté, on arrive dans un truc très gris, très minéral. Et donc c'est quand même l'inverse de ce qu'on retrouve à Paris en termes d'architecture et en termes de. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. On travaille dessus. Hein. Mais il faut bosser dessus, ça va potentiellement devenir peut-être cool si justement il y a tout un travail de mixité et qu'on ne sait plus juste un endroit où on va bosser, quoi. Et pour conclure sur ce point, Odile Duchesne nous disait qu'il y a des touristes qui viennent visiter la Défense. Donc, si c'est un lieu de tourisme, ça doit avoir un attrait. Ils ont fait une étude d'usage très intéressante, la Défense, et on s'est aperçu qu'il y avait des habitants, des touristes, des étudiants, parce qu'il y a une université, il y a des voilà. Donc, il y a une grande mixité de. Et il y a même une vie la nuit avec du clubbing. Je termine sur ces étoiles. On parle de la nuit chez Morning. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine conférence ReSpace. Merci à vous d'être connectés, de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.